Donc voilà, donc pour commencer, écoutez, donc comme je disais, merci à tous. Merci également aux trois intervenants d'aujourd'hui que je vais laisser après se présenter. Donc on a donc Monsieur Giovanni Osorio, directeur de Nomade, Monsieur Abdou Diallo, directeur de l'API de l'Aube, et Monsieur Philippe Passy, directeur de Ressources Sociales. Donc le thème du webinaire d'aujourd'hui, c'est d'échanger un peu sur l'expérimentation dans le cadre de Structure 3.0 entre l'API de l'Aube et l'entreprise Nomade. Euh, donc tout d'abord, pour introduire un peu sur Structure 3.0, pardon, c'est un appel à projet. Donc il y a eu un premier appel à projet qui a été lancé en 2020 pour permettre à des porteurs d'innovation de tester leur innovation en conditions réelles, en travaillant directement avec des acteurs locaux du territoire. Donc c'est dans ce cadre-là que Nomade et l'API de l'Aube ont décidé de travailler ensemble pour tester en conditions réelles le logiciel Nomade, donc un logiciel d'optimisation de tournée de ramassage pour le secteur médico-social. Donc, tout d'abord, pour parler un peu de la situation initiale et de la base du projet, je laisse la main à Monsieur Passy, qui peut aussi en profiter pour se présenter. Oui, merci. Donc effectivement, Philippe Assy, directeur de ressources depuis juillet dernier. Je suis également expert à la NAP avec Abdou et bien d'autres, et ancien DSI dans différentes structures médico-sociales, euh, et notamment aussi au grade de PACA. L'idée qui a été là au moment de l'émergence de ce besoin de cette application, elle est basée sur un constat que vous partagez au quotidien. C'est la difficulté d'organiser cette gestion des tournées. C'est un besoin qui est transverse à bien des structures médico-sociales. Euh, c'est avoir un outil qui soit performant pour optimiser les flottes et les parcours, c'est souvent possible avec les partenaires, les prestataires qui gèrent des flottes. Euh, Par contre, l'avoir qui sache être pertinent dans le contexte médico-social où un tel n'est pas en capacité de voyager, de covoiturer avec telle et telle autre personne, ça c'était déjà tout de suite plus compliqué. La notion d'horaire aussi et d'amplitude n'était pas non plus évidente. Enfin, il y a en tout cas tout un tas de spécificités qui rendaient l'utilisation d'un produit grand public ou au contexte du médico-social qui a été comblé, on va dire, par ce besoin-là, par cette étude préalable qui a été menée par l'équipe ressourciale. Giovanni en était déjà partie prenante à l'époque. Et sur la base de besoins de nos adhérents, on a essayé d'imaginer une solution qui permette d'optimiser tout ça. Encore une fois, la solution du marché n'était pas forcément la plus adaptée et demandait encore des aménagements, des travaux manuels derrière. Donc, un travail un peu scientifique, un peu analytique au départ, et puis finalement, pour amener vers une solution que va vous présenter la petite équipe là et l'expérimentation qui a pu en être faite. Donc, pour parler un peu de l'objectif de l'expérimentation, je vais laisser la main à Monsieur Diallo qui peut un peu plus détailler l'origine et quelles étaient les attentes de l'API, mais également des autres organismes gestionnaires, parce qu'on parle de l'API, mais il y avait aussi, dans le cadre de ce projet, la Fondation OVE, l'Accueil Saint-Jean Handicap et l'association OVIA. Et donc, bonjour à tous, Abdou Diallo. Donc là, sur ce projet-là, j'interviens en tant que directeur de l'API Aube. Alors, comment ça s'est passé? Donc, à l'époque, j'étais directeur administratif et financier à l'API Aube et j'avais vu que le coût du transport était élevé, 2 millions, plus de 2 millions d'euros chaque année, avec une inflation galopante, hein, parce que sans aucune solution. Et quand j'ai eu écho de cette solution proposée par Nomade, donc ça nous a beaucoup intéressé parce qu'on cherchait un outil qui pouvait mettre en place de l'optimisation, qui pouvait aussi apporter du confort pour les personnes accompagnées. Ça, c'était primordial. Hein, donc, on n'est pas allé uniquement dans l'idée avec une vision économique des choses. Donc,
quelque chose, un outil aussi qui puisse apporter de l'interaction entre le chauffeur et la structure et la famille, parce que ça aussi, c'était un élément important. Et puis, donc, un outil qui nous permettait aussi de simplifier et d'avoir une meilleure lisibilité au niveau des transports, parce que ce qu'on avait observé, en tout cas à la PO, il y a des transports qui se faisaient par forfait, par kilométrage, donc, et donc on subissait finalement ce que le transporteur pouvait nous apporter comme information. Et là, à partir de là, on n'avait aucun moyen, aucune ressource pour voir est-ce que ce qui était proposé était compatible, était cohérent déjà. Est-ce que, et c'est pour ça que ça nous a beaucoup intéressé d'aller vers cette expérimentation pour voir comment optimiser, apporter de la qualité et aussi avoir une meilleure lisibilité de ce qui nous était facturé en termes de coûts de transport. Voilà. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui a été partagé par les autres organismes gestionnaires. Hein. J'avais eu à discuter avec Baptiste Foulon de l'autre association, voilà, la fondation OVE aussi. Donc, c'est vraiment un problème, je crois, qui est récurrent dans toutes ces structures où il y a beaucoup d'IME en général. C'est pour ça que les tests ont été beaucoup faits au niveau des IME, des instituts médico-éducatifs. Merci. Donc c'est vrai, comme on disait, il y avait plusieurs acteurs impliqués dans le cadre de ce projet. Est-ce que Giovanni, tu peux nous présenter un peu plus toutes les parties prenantes de ce projet et un peu leur rôle dans ce projet? Et bonjour à tous, donc moi c'est Giovanni Osorio, je suis docteur en mathématiques de l'INSA de Lyon. Et du coup, on a créé, on a eu l'idée de mettre en place ces projets en partenariat avec Resocial notamment. Et puis, il y avait un transporteur qui s'appelle Synergip. Je pense que certains d'entre vous pouvaient connaître. Et après, il y avait 12 universités qui se sont mises en place aussi, qui se sont positionnées pour cette problématique parce qu'il y avait un intérêt scientifique. C'était l'INSA de Lyon et c'était l'INT Loire-Atlantique. En fait, à l'époque, on était vraiment sur le terrain scientifique et on était en train de chercher une problématique logistique qui pouvait vraiment challenger les publications. Et en fait, il y avait pas mal de publications au niveau des transports de marchandises et transport de personnes, mais là, on s'est dit, c'est quoi les problématiques du transport de personnes qui peuvent être la plus compliquées à gérer dans un cas scientifique? Et là, je pense qu'on ne s'est pas posé de questions. On avait pas mal de bonnes relations avec Resocial. Moi, j'ai travaillé à Resocial à l'époque et j'avais fait mon doctorat à l'INSA. Je me suis dit, bon, je pense qu'on pouvait arriver à faire quelque chose vraiment intéressant sur la partie médico-sociale. Parce que là, dans le médico-social, il y a l'optimisation des transports, mais cette optimisation des transports, il dépend de beaucoup de contraintes, des contraintes qui ne sont pas identifiées dans la littérature scientifique déjà. Il y avait une contrainte de temps maximal de trajet qui est indépendant, qui dépend de chaque personne. Une personne, il y avait pas mal de personnes, je ne sais pas, pour les personnes qui sont autistes, supporter 1h30 de transport, ce n'est pas la même chose pour une personne que pour l'autre. Donc, on ne pouvait pas faire une optimisation des transports sans prendre en compte le temps maximal de trajet individuel de chaque personne. Il y avait des incompatibilités entre les usagers. Et nous, on faisait les optimisations dans les établissements. Et là, on s'est dit, OK, l'optimisation, elle est parfaite, mais Julie et Matteo, ils ne peuvent pas être ensemble. Donc, ça ne va pas marcher. Et il y avait une question de reconfiguration des voitures. Et certains établissements, ils avaient des voitures qui avaient des configurations qui étaient complètement différentes ou qu'on ne savait pas laquelle configuration on devait choisir pour réduire au maximum les coûts de transport. Et donc, il y avait des fenêtres du temps aussi. Et les parents qui demandaient de récupérer l'enfant entre 7h et 7h30 parce qu'ils devaient aller travailler. Et du coup, ça fait que ces multiplications des contraintes complexifiaient assez les problématiques. Et du coup, c'était intéressant pour proposer un projet scientifique. Donc, on s'est mis ensemble entre Resocial, Synergip et l'INSA. Et là, on s'est dit, on doit monter un projet. On a sollicité l'API de l'Aube pour monter un dossier pour les structures 3.0. Et du coup, on a été retenu en 2020. Donc, on fait partie de la première promotion. Ça nous a permis de tester au maximum l'outil sur 16 établissements, en sachant qu'on l'avait déjà testé beaucoup de manière théorique, mais on n'avait jamais testé l'application sur le terrain.
Donc, le consortium, il a été composé de ces 7 acteurs que vous voyez dans les slides. Donc, ouais, c'est grâce à eux qu'on a eu cette opportunité de tester vraiment sur une grande échelle l'application. Ok. Merci Giovanni. Est-ce que tu peux continuer justement sur, voilà, une fois que ce consortium, on a trouvé tous les acteurs pertinents pour ce projet, comment le projet a été mené du début à la fin et quels acteurs sont intervenus à quel moment? Ouais, donc du coup, on s'est mis tous ensemble. L'API a contribué avec 12 établissements. Ovia, il avait contribué avec un établissement dans la région parisienne. C'était important pour nous, surtout, tester l'application sur le territoire rural. Et là, je pense que dans l'API, on pouvait tester à Troyes, à la ville de Troyes, mais il y avait aussi beaucoup d'établissements qui étaient vraiment ruraux. Et du coup, pour nous, c'était intéressant de tester dans des grandes villes comme Lyon ou comme Paris. Donc, Fondation OVE a contribué avec un établissement, Ovia, il a contribué avec un autre établissement, Fondation OVE à Lyon, Ovia à Paris. Et puis, il avait l'accueil Sawa Handicap. C'était un peu les derniers cas qu'on voulait tester. C'est un cas avec un volume qui était assez important des usagers. Donc, on dépassait une centaine, 150 usagers pour l'accueil Sawa Handicap. C'était les cas les plus importants au niveau des usagers. Une fois, on avait mis tous les établissements ensemble, on a parlé avec l'IFROS, c'était un organisme qui était un organisme tiers qui voulait tester l'application, et on s'est dit, OK, on va tester l'application, je pense qu'on l'a testé au niveau scientifique, au niveau mathématique, mais c'est sur quelle hypothèse on doit se baser pour dire, en fait, Nomad, c'est une bonne application. Et du coup, on avait mis en place... Ouais. C'est bon, vas-y, Giovanni, pardon. Et du coup, on a mis en place 3 hypothèses. La première hypothèse, on s'est dit, si Nomad il marche, il doit permettre d'améliorer le confort des usagers. Si Nomad il marche, il doit permettre d'optimiser les ressources des établissements et les transporteurs. Et il doit aussi permettre d'assurer la traçabilité des données et la collecte des données sans perdre beaucoup de temps pour les professionnels. Donc ça, c'était les 3 hypothèses. Et puis, on a commencé à faire une espèce de co-construction avec les établissements. Eux, ils nous ont envoyé les données et une liste Excel avec tous les usagers qu'on devait transporter. Avec ces listes Excel, on a commencé à importer les données sur le système et on a commencé à faire les optimisations. Donc, une fois on a fait les optimisations, on a fait les expérimentations en temps réel pour voir qu'est-ce que ça pouvait nous donner dans le terrain. Et puis, il y a l'IFROS qui a commencé à évaluer tous les indicateurs à partir des 3 hypothèses qu'ils se sont planifiées. Et là, pendant 1 an, on était dans une phase de co-construction des nouvelles fonctionnalités qu'on devait ajouter ou des nouvelles restrictions ou contraintes qu'on n'avait pas testées. Bah, typiquement, la contrainte de compatibilité, c'était une contrainte qui a été fait remonter par l'API de l'OB. On faisait cette optimisation, mais ça ne marchait pas parce qu'il y avait 2 personnes qui ne pouvaient pas être dans les mêmes voitures. Et du coup, on était obligé à tout revoir. Tant qu'à faire, on l'avait mis de manière automatique directement dans l'algo. Donc, ces phases de co-construction nous a permis de solidifier un peu cette solution, de tester les hypothèses et d'arriver à une première version qui aujourd'hui est solide pour répondre à la plupart des problématiques du transport médico-social. Ok, merci Giovanni. Pour continuer, donc après toute cette expérimentation-là, comme l'a dit, on a pu mesurer des indicateurs et mesurer à quel point le travail qui a été fait était pertinent ou pas. Donc là, ce que vous pouvez voir sous les yeux, c'est beaucoup de chiffres, mais c'est des indicateurs par rapport à différents établissements de l'API de l'eau, pardon, dans le cadre d'expérimentation. Monsieur Diallo, vous, pour essayer de donner un peu une image plus globale que ces simples chiffres sur l'expérimentation, quel était le positif, éventuellement les points améliorés, et à quel point les établissements sont satisfaits du travail fait avec Nomad. Et on ne vous entend pas, monsieur Diallo. Oui, donc ça nous a permis de voir, d'avoir plus de cohérence dans l'organisation des tournées. On s'est rendu compte, bon, c'est toujours l'anecdote que j'aime bien répéter, on s'est rendu compte qu'il y avait un taxi qui, pendant des années, passait devant le logement, devant la maison d'un usager, alors qu'il aurait pu, parce qu'il n'y avait pas de problème de compatibilité, alors qu'il aurait pu récupérer cette personne parce que dans le taxi était
un autre jeune qui partait dans le même IME, alors que ça fait des années que ça dure. Donc, on n'avait aucune vision des transports, de l'organisation des transports. Donc, ça nous a permis effectivement, et ça, c'est le travail vraiment qui a été réalisé avec les secrétaires qui gèrent ces transports. C'est elles qui disaient non, non, cette personne, on ne peut pas la mettre avec telle autre personne. Celle-ci, il faut pas, elle peut supporter d'être 30 minutes dans le taxi, mais pas plus. D'autres jusqu'à 1 heure. Voilà, on avait défini vraiment toutes ces contraintes-là qu'on a fait remonter. Et du coup, on s'est rendu compte que déjà, au niveau organisation, donc, c'était beaucoup plus facile. En tout cas, les retours qu'on a eus, donc, une fois qu'on a réussi à intégrer ces contraintes, parce qu'au début, c'était ça la difficulté. Vraiment être très fin dans la définition des contraintes à rajouter pour que l'optimisation ne soit pas uniquement vue comme une réduction de temps ou une réduction financière. Parce que là, on tenait vraiment à ce que la qualité de l'accompagnement ne soit pas dégradée. Donc, du coup, on a travaillé avec la mobilisation des directions, des chefs de service, des secrétaires, parce que là aussi, on avait une personne qu'on avait nommée pour piloter tout cela. Et on s'est rendu compte qu'à tous les niveaux, il y a eu une réduction, en tout cas globalement, il y a une réduction tant en termes d'émissions de CO2, là, que vous voyez, en termes de coûts, en termes de distance, de temps passé aussi. Donc ça aussi, on a vu que du coup, ça a permis de réduire le temps passé dans le taxi par rapport pour certains usagers. Voilà, donc ce qui fait que globalement, on est très satisfait parce que ça nous a permis d'avoir une meilleure vision de l'organisation des transports au quotidien. Oui, vas-y, je t'en prie, Giovanni. Non, mais juste pour compléter les chiffres, c'est vrai qu'ils sont difficiles à lire comme ça dans les tableaux. Et en fait, l'optimisation des transports, on part sur 12 extrêmes. Et les cas où on avait de l'argent illimité, on peut envoyer des taxis à tout le monde. Ça, c'est la meilleure qualité, mais à un coût qui est important. Ou les cas où on a le temps maximal illimité, on pourra envoyer 12 grands bus de 50 places et on fait le circuit de ramassage pour tout le monde. Donc là on s'est dit, on va essayer d'utiliser une espèce de jauge qui c'est, dans une certaine manière, c'est nomade. Et on va essayer de réduire les coûts de transport, mais la limite qu'on s'est mise, c'est on doit réduire les coûts de transport, mais sans dégrader la qualité du service. Donc, on pourrait réduire les coûts de transport en proposant une tournée de ramassage à 50 personnes, mais bon, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'on avait divisé ça sur plusieurs critères. Et là, c'est le cas des 5 établissements de la Pays de l'Aube. On s'est dit, il faut qu'on réduise le nombre de tournées à la semaine qu'on va réaliser. Il faut qu'on réduise le temps de trajet, ou au moins on arrive à respecter le temps de trajet moyen des usagers. Il faut qu'on arrive à réduire le temps de trajet maximal, ou au moins garder le même temps de trajet maximal. Il faut qu'on arrive à réduire la distance totale qui est parcourue, parce que la distance totale, il est fortement liée à la réduction des coûts de transport. Et puis, il faut finalement qu'on arrive à réduire les coûts de transport, les émissions de CO2. Donc, vous voyez, dans la première ligne, c'est la réduction des tournées hebdomadaires. Et typiquement, pour les Gay Soleil, c'est l'établissement qui était le plus important. On est passé de 1201 tournées à 189 tournées. Pour Berger Fleuri, on est passé de 72 à 64 tournées. Donc, il y a à chaque fois une réduction de 25% sur les premiers, 6% sur les deuxièmes, 29% sur les troisièmes. Donc, ces réductions de nombre de tournées, ça va impacter directement la réduction des coûts de transport. Par contre, sur les temps de trajet moyen, on a essayé de jouer sur certains temps de trajet. Les temps de trajet, c'est difficile à lire en fait. Les temps de trajet, il y avait certains usagers, ça peut être une seule personne, pour lesquels on va réduire ou augmenter un peu plus le temps maximal de trajet, et en sachant que la moyenne, on va la réduire. Qu'est-ce qu'il passe? Et parfois, ça jouait de 10 minutes, 12 minutes ou 3 minutes, comme vous voyez là. Parfois, on se disait, en fait, aujourd'hui, la limite maximale de trajet, c'est 1h20. Par contre, si on pouvait aller à 1h22 minutes, pour Matteo, par exemple, qui est en train de passer 1h20, mais si on permet d'aller sur 1h22 minutes, on pourrait réduire une tournée.
Donc là, c'est typiquement le cas sur Berger-Fleury. Il y avait une personne qui passait 1h26 et du coup, on l'a fait passer 1h28. Il y avait un usager qui est rentré sur la tournée, ça nous a permis de supprimer un circuit. Donc, c'est presque imperceptible dans la vie quotidienne, et, sauf que dans la vie pratique, on a fait une réduction des coûts de transport de 17% parce qu'on a réduit une tournée sur 5. Donc, c'était ce que je peux rajouter, nous, c'était vraiment la priorité, et c'est ça qui est important, c'est le temps maximum voilà, que l'usager ne devait pas passer. Et ça, c'était un critère important. Et c'est pour ça qu'on pouvait se permettre des fois de rajouter 2 minutes parce que on n'était pas encore au niveau maximal donc, de la tournée. Et donc, par contre, ça nous permettait de mettre une autre personne dans le même taxi. Vous voyez, donc c'était vraiment ce temps maxi à ne pas dépasser, je crois, qui est un des critères les plus importants, qui permet du coup de trouver des marges de manœuvre et puis de permettre de mettre 2 personnes. J'y reviendrai sur l'appel d'offres, comme on l'a utilisé pour l'appel d'offres d'ailleurs. Voilà. Et ouais, donc du coup, juste pour conclure, ben, là, je ne vais pas passer plus de temps sur ce tableau, mais en général, on a eu une réduction de 12% sur le coût total de transport. Normalement, c'est entre 12% et 15% sur le coût total de transport. Sur un budget annuel de 2 millions, ben, c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable. Donc, vous avez les chiffres en tête sur 5 établissements qui sont là, mais en gros, il y a 12 établissements. Et il y a une relation directe entre les volumes des usagers et les économies potentielles qu'on peut faire. Pour un établissement comme Gay Soleil avec 88 usagers, on peut aller jusqu'à 14% de gains. Pour un établissement comme les Fan Adré, c'est un établissement avec 10 usagers, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut réduire parce que là, l'humain et la machine, il est un peu au même niveau. Et sous les noms de combinaisons qu'on peut trouver dans une tournée. Donc là, c'est difficile d'améliorer, mais c'est sûr qu'au moment qu'on dépasse une quarantaine de usagers, là, on rentre sur un problème mathématique qui est complexe. Et là, la machine, il peut apporter quelque chose. Et justement, pour mettre un peu plus en perspective très rapidement à quel point Nomad permet voilà, d'avoir des gains sur tel ou tel critère, c'est l'exemple de Gay Soleil où justement Nomad a fait plusieurs itérations pour tester différents scénarios, différents critères d'optimisation et ça donnait des résultats différents. Ouais, donc c'est ça. Une fois on a mis en place tous les usagers, on ne va pas proposer une seule solution. Donc c'est ça, on rentre dans une espèce de discussion avec l'établissement. La première solution qu'on avait fait, on a fait une réduction juste de 5% des coûts de transport. Pour nous, c'était un peu étonnant, mais qu'est-ce qu'il passe? Pourquoi on fait seulement 100%? Donc, on a fait une proposition. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la proposition? Et du coup, il y avait une personne qui passait 1h30 et on s'est dit, qu'est-ce qu'il passe si on fait une petite augmentation de 9 minutes sur cette personne? Okay, là, on fait une petite augmentation de 9 minutes et là, on s'est rendu compte qu'on passe de 100%, presque 100% à presque 9%. Mais pour nous, c'était un cas un peu bizarre. Normalement, sur 88 usagers, on a l'habitude de faire un gain qui est plus important. En fait, la problématique des Gay Soleil, ce n'était pas forcément la quantité des usagers et l'optimisation en tant que telle, c'était les distances qu'on devait parcourir pour récupérer les usagers. Et du coup, les distances qu'on devait parcourir, finalement, limitaient la capacité à remplir la voiture parce qu'on utilisait des voitures de 8 places et finalement, on récupérait 4 ou 3 usagers. Et du coup, les transporteurs qui étaient en train de travailler avec Gay Soleil, le transporteur, il avait qu'un seul type de voiture, une voiture de 8 places. Et du coup, on n'était pas en train de remplir la voiture parce que les distances, étaient tellement longues qu'on ne pouvait pas les faire. Donc là, on s'est dit, en fait, les problématiques, il est plus sur la capacité de la voiture et sur éventuellement la possibilité de créer un nouvel appel d'offres qui prend en compte le fait que les distances ne vont jamais nous permettre d'utiliser une voiture à 8 places, donc la flotte il est complètement inadaptée par rapport à la problématique. Et du coup, on s'est rendu compte que si on crée un nouvel appel à projet pour essayer de réduire la taille de la flotte ou la capacité de la voiture,
on pouvait arriver à des économies qui sont plus ou moins les moyennes, des économies de 14%. Et donc, c'est d'où l'idée de lancer un nouvel appel à projet pour trouver des fournisseurs qui avaient une flotte plus adaptée à la problématique de l'établissement Gay Soleil. Donc là, par exemple, on peut voir sur la carte un exemple entre un cas initial à gauche de comment étaient organisées les tournées de l'IME Gay Soleil et un exemple à droite de l'optimisation. Là, en l'occurrence, c'est sur le troisième scénario, c'est-à-dire avec des changements dans les temps de trajet et la réduction, et la reconfiguration de la flotte de véhicules. Donc là, vous avez un exemple et le petit encadré que vous avez en bas à gauche, c'est pour voir un peu plus comment sont fait les tournées dans le centre-ville de Troyes. Pour continuer, donc tu disais, Giovanni, au début, donc à la base de l'expérimentation, c'était de tester des hypothèses et voir à quel point elles sont vraies. Donc sur ces deux premières hypothèses, quels ont été les résultats de l'expérimentation? En fait, les hypothèses, on arrivait sur un temps hebdomadaire qu'on avait calculé. Et donc, en moyenne, une personne, il passe 4 heures dans les transports par semaine. On pouvait, dans aucun cas, on pouvait augmenter ce temps maximal de trajet. Là, c'était facile pour nous. La solution, les contraintes mathématiques font que la manière comme l'outil est désigné, on va imposer un temps maximal de trajet à ne pas dépasser. Donc, la solution d'emblée, il permet de le faire. Et après, c'est vrai qu'il y a une certaine problématique par rapport à la perception de la durée de trajet des personnes. Et je pense qu'on a eu pas mal de problématiques à Paris, notamment. Et il y avait une personne qui passait plus de 12 heures dans les transports. Il était en train de passer 1h58, environ 12 heures dans les transports. Et pour la directrice, la problématique principale, c'est la réduction du temps maximal de trajet. C'est-à-dire que cette personne, pourquoi il passe 1h58 alors qu'on pourrait faire mieux? Comment on peut réduire ce temps maximal de trajet? La manière de réduire un temps maximal de trajet, c'est augmenter un peu plus le temps moyen pour le reste. Ça donne une notion, ça donne les transports un peu plus justes. Sauf que la problématique, c'est que si on réduit le temps maximal de trajet, on va augmenter un peu la moyenne. C'est quoi la problématique? La personne qui est en train de passer 12 heures, pour lui, je pense qu'il n'y avait pas un changement, même si on est passé de 1h58 à 1h10. C'est une seule personne pour laquelle on a amélioré la qualité de vie. Par contre, on a augmenté en 3 minutes la moyenne de transport. Et du coup, c'est 2 ou 3 personnes pour lesquelles on a réduit, ils sont rien dit par rapport à, c'est super, on a réduit le temps maximal de trajet. Pour ces 15 personnes pour lesquelles on a augmenté 3 à 5 minutes de transport, là, il y a une perception comme quoi le transport il a été dégradé. Donc, je pense que c'est quelque chose à tenir compte. Et la perception de ces transports et une réduction du temps maximal de trajet. On ne va pas déclarer qu'on est satisfait de ces réductions. Non, bon, en tout cas, c'est le cas de Obia. Ils n'ont pas dit on est super content, on a réduit les trajets. Par contre, ceux pour lesquels on a augmenté 3 minutes, 5 minutes pour donner ces notions de justice, ils s'étaient insatisfaits pour cette petite augmentation. Et donc, le temps maximal de transport, il a été toujours, au moins, on a essayé de toujours respecter le temps maximal de trajet. Ça, la mathématique, il permet de le faire. On définit une contrainte mathématique, donc il ne va pas jamais aller au-delà. Et du coup, la durée moyenne de transport, il a été augmenté maximum 9 minutes sur la Pays de l'Aube. Et sur 4 établissements de 9, on a augmenté maximum 9 minutes pour réduire une tournée. Mais en général, l'augmentation, c'était 3 minutes sur 4 établissements. Et après, ça, c'est 4 sur 9 établissements. Sur le reste, on n'a jamais augmenté le temps maximal de trajet, le temps moyen de trajet. Et par rapport à une meilleure optimisation des ressources, les coûts en moyenne, il est réduit de 15% dans la plupart des établissements. Et donc, ça, c'est la moyenne qu'on rencontre dans la plupart des établissements, une réduction de 15%. Et la taille des voitures, c'est vrai que parfois, les transporteurs, ils répondent avec des voitures de grosses capacités. Et parfois, ça, c'est vraiment une restriction à la réduction des coûts de transport parce qu'on va continuer à transporter 4 personnes sur une voiture de 8. Donc là, on n'avait pas le choix. Je pense que c'est pour ça qu'on a lancé un nouvel appel d'offres pour trouver d'autres fournisseurs qui permettaient qui pouvaient offrir une flotte plus adaptée. Et du coup, en général, on a réduit les non détournés de 20% sur tous les établissements.
Et sur cette troisième hypothèse, plus sur un peu, voilà, avoir le point de vue de l'établissement et de Monsieur Diallo, un peu, voilà, les résultats de l'expérimentation, à quel point ces hypothèses-là sont confirmées aussi du côté de l'établissement et qu'est-ce qu'en pense l'API de l'Aube globalement de l'expérimentation avec Nomad. Mais nous, aujourd'hui, maintenant, on y voit beaucoup plus clair sur cette dépense importante qui n'arrêtait pas d'augmenter, donc en dehors même des contraintes conjoncturelles actuellement. Donc, et du coup, on l'a utilisé du coup pour préparer le nouvel appel d'offres qu'on a fini cette semaine, où là, donc, l'objectif, on a réduit, par exemple, il y a des établissements de 5 tournées, on est passé à 4 tournées avec une meilleure qualité. J'ai aussi l'exemple d'un jeune qui faisait le détour par un établissement pour changer de taxi et repartir dans un autre établissement. Donc, et qui aujourd'hui, grâce à ça, il va partir directement de sa maison à l'établissement avec un autre jeune. Donc, ils vont être deux plutôt que ce qu'il fait depuis des années où le taxi l'a mené à l'IME Gai Soleil, de l'IME, et il partait ensuite à l'accueil de jour du foyer de vie. Donc, alors que là, aujourd'hui, il partira directement de son domicile avec le même temps en plus. Hein. Je crois qu'on a 10 minutes peut-être d'écart, mais en tout cas, il y a ce confort qui va être apporté. Dans l'appel d'offres, qu'est-ce qu'on a mis aussi? On a divisé ça en plusieurs lots. Il y a beaucoup de lots donc, qui correspondent aujourd'hui à la situation des personnes que nous avons, avec bien sûr une possibilité, si jamais les personnes changent ou déménagent, de pouvoir modifier, recalculer de nouveaux lots. Hein, donc, c'est comme ça qu'on est parti. Et qu'aujourd'hui, en tout cas, on se rend compte qu'en termes de facilité au niveau du secrétariat, les secrétaires, c'est elles qui le disent, hein, que ça leur apporte plus de facilité, c'est beaucoup plus simple pour elles de s'y retrouver et qu'on est moins dépendant aussi des transporteurs. Parce que là, aujourd'hui, on peut discuter avec les transporteurs parce que quand on a fait l'expérimentation, on a donné des smartphones différents. Il y a 34, je crois bien, c'était 34 chauffeurs hein, à qui on a donné des smartphones pour tester la solution avec éventuellement l'étape d'après, possibilité d'avertir les familles. On n'est pas allé jusque-là, mais en tout cas, c'était ça l'objectif, hein, que les smartphones puissent être utilisés par le chauffeur pour dire qui est dans la voiture et du coup, derrière, de pouvoir gérer, anticiper les absences et ou avertir les familles. Donc, ce qui fait que nous, en tout cas, on est très satisfaits de cette et qu'on a lancé les appels d'offres. C'est sûr que le risque qu'on a, c'est que les transporteurs puissent avoir peur de répondre parce que du coup, ils perdent un peu la main. En tout cas, nous, on a une meilleure visibilité, mais sauf que c'est une contrainte qu'on a imposée aux transporteurs en leur disant, voilà, on va travailler ensemble, on va être en partenariat, mais il faut que nous, de notre côté, on y voit beaucoup plus clair et qu'économiquement, on puisse y retrouver parce que ce n'est pas possible qu'il y ait une situation où à chaque fois la dépense augmentée sans que la qualité soit vraiment au top dans certains cas. Globalement, les familles étaient satisfaites, mais quand même, il y avait de quoi apporter plus de qualité. Donc, globalement, on a des résultats pour l'expérimentation, que ce soit du côté des établissements et du côté de Nomad, qui sont très positifs. Cependant, on a quand même quelques difficultés rencontrées. Est-ce que, voilà, Giovanni, tu peux nous présenter rapidement ces deux points vis-à-vis des transporteurs et de la prise en main de l'outil, à quel point c'était compliqué pour Nomad notamment? Oui, bon, je pense que c'est la situation la plus délicate. En fait, il y a deux manières de faire. Soit c'est l'établissement qui a son transport en interne. Et là, on n'a vraiment pas de souci. On travaille avec l'établissement. On va organiser les tournées. L'établissement, il garde la main pour les circuits. Par contre, arriver dans un établissement qui contractualise avec un transporteur, et un jour, on va le dire au transporteur, en fait, on peut faire avec 12 tournées, on peut transporter la même quantité de personnes qu'aujourd'hui vous faites avec 15 tournées, par exemple.
Bon, là, c'est un moment qui est tendu quand même parce que bon, le transporteur, il va dire, OK, bon, qu'est-ce que j'ai fait avec les 3 voitures que j'ai déjà louées ou les 3 chauffeurs que j'ai déjà mis en place pour effectuer les tournées. Et donc, je pense que il faut s'assurer, il faut s'assurer la collaboration des transporteurs, mais il faut surtout privilégier les moments de la passation de l'appel d'offres ou la renégociation de l'appel d'offres avec les transporteurs, parce que là, c'est l'établissement qui a un pouvoir de négociation plus important pour imposer ce type de conditions. Et pour la prise en main de l'outil, donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus simple quand il y avait vraiment un accompagnement en physique, en présentiel, et que parfois, même si la visio, c'est très pratique, le fait d'être directement sur place, ça permettait d'éviter les quiproquos et de faciliter le renseignement des informations pour éviter les problèmes de saisie et les informations incomplètes. Ouais. Et dernière difficulté rencontrée, donc là je passe la main à Monsieur Passy, qui va nous parler d'une problématique qui est similaire à de nombreux éditeurs de logiciels et au secteur médico-social de manière générale. C'est les problématiques liées à l'écosystème d'outils qui est existant et la difficulté un peu à interfacer tout ce qui existe en solution numérique pour les établissements. Oui, effectivement, c'est un sujet un peu de fond et qui en fait est quand même bien dans l'actualité du moment, hein. Vous l'avez sûrement suivi, la feuille de route du numérique en santé, le cadre d'interopérabilité qui a été posé aussi, qui va au-delà du simple dossier de l'usager, qui donne donc tout un cadre un peu réglementaire, à la fois technique aussi, sur comment ces outils-là peuvent dialoguer entre eux. On a la messagerie sécurisée de santé, on a le DMP, on a d'autres applications qui sont en capacité de dialoguer. Donc, effectivement, on est sur un niveau de maturité qui est peut-être relativement faible aujourd'hui, un niveau de capacité qui est relativement faible encore aujourd'hui. Ces outils n'étaient pas habitués, nos dossiers d'usagers n'étaient pas hyper ouverts et hyper habitués à dialoguer avec l'écosystème qui les entoure. Mais on est quand même sur une voie qui a été ouverte avec ces services et référentiels socles et qui va donner la possibilité aux éditeurs qui sont en train de se mettre en conformité là-dessus, d'être en capacité de demain échanger des données, voire intégrer un certain nombre. Donc échanger, c'est pousser de l'information et intégrer de manière un peu structurée, pas seulement du bon PDF des familles, mais vraiment de la donnée un peu structurée qui viendra alimenter directement de l'outil métier. Donc, dans un futur très très proche, hein, courant 2022-2023, on voit déjà les premiers effets de tout ça. On a la possibilité, je pense, aujourd'hui technique, psychologique aussi, j'allais dire, du côté des éditeurs, pour être ouverts à la possibilité de dialoguer avec l'écosystème. Très bien. Mais écoutez, merci à tous les trois pour toutes ces informations-là. Sur la première partie, donc on a relevé pas mal d'informations. On a fait un retour rapide, le plus exhaustif possible de l'expérimentation de l'API Nomad. Si jamais vous avez des questions, on va partir sur une petite partie d'échange. Donc, si vous avez des questions à destination de Monsieur Diallo, Monsieur Passy ou Monsieur Osorio, n'hésitez pas, soit en vous démutant, soit en mettant un message dans le chat, pardon. Ouais, il y en a pas mal, Thierry. Il y en a déjà pas mal, oui, dans Il y en le a chat. pas mal. Alors, attendez, parce que du coup, je vais arrêter la présentation pour voir tout ça. Et je regarde dans le chat. Alors, donc, ok, donc je vais les prendre une par une. Donc, comment fonctionne l'outil? Qui pilote au quotidien sur un plan opérationnel? La structure médico-sociale, les transporteurs. Alors, peut-être d'abord commencer par ça et ensuite la deuxième partie de la question. Donc, je ne sais pas, peut-être Giovanni, est-ce que tu peux dire rapidement comment fonctionne l'outil et qui c'est qui s'en occupe? Oui, il y a pas mal de questions. Comment fonctionne l'outil? Et du coup, on utilise pour l'instant, comme dit M. Passy, on est en train de structurer ces phases d'interopérabilité avec les dossiers uniques informatisés, notamment avec 12 éditeurs principaux de dossiers uniques informatisés pour créer un passerelle et pouvoir importer directement la donnée. Mais aujourd'hui, comment fonctionne? On utilise un fichier Excel, on récupère une ligne par usager avec sa demande de transport.
Ce fichier Excel, on l'utilise pour faire l'importation dans le système. Une fois l'importation dans le système effectuée, on fait l'optimisation des circuits ramassage. Normalement, on travaille sur une semaine type, donc on optimise la semaine type. Si jamais il y a semaine paire, semaine impaire, on va optimiser la semaine type paire et la semaine type impaire. Et après, on met en place cette organisation. Si l'établissement a fait son transport en interne, on communique à l'établissement, il fait les tournées. S'il doit contractualiser avec un transporteur ou s'il est en train de faire une passation de l'appel d'offres, on va communiquer les noms des tournées à effectuer et les circuits ramassage à effectuer et pour challenger les transporteurs lors de la passation de l'appel d'offres. Alors, avant alors, oui, du coup, oui, Monsieur Master, vous avez levé la main. Comme c'est votre question, je vous en prie, vous pouvez enlever votre micro si vous voulez compléter. Alors, on vous entend pas, par contre. Oui, bonjour à toutes Voilà. et à tous. Je suis Jamel Master de la NAP. Donc, le sujet du transport, je le traite depuis plus d'une dizaine d'années, à la fois sur la partie sanitaire et la partie médico-sociale. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse énormément sur la dimension médico-sociale. On avait fait beaucoup de travaux sur le sujet autour de la problématique du transport des personnes handicapées, mais on avait été arrêté très rapidement, notamment sur toutes ces problématiques dont le niveau de maturité n'était pas celui du transport sanitaire, en termes de mutualisation, de commandes, etc. Et donc, c'est pour ça que je suis très intéressé, notamment pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui, l'outil, c'est un outil qui est opérationnel, qui doit être acheté, loué? Est-ce que c'est une offre de service pour lesquels, comme vous venez de le dire, on transmet des éléments, vous faites le calcul de ramassage de tournée, vous redonnez les éléments, entre guillemets, aux acteurs, parce que derrière, j'ai aussi, en tout cas, le souci de la reproductibilité de cette solution dans toutes les régions, puisque globalement, beaucoup d'établissements y sont confrontés. Et je crois que vous avez souligné aussi un autre élément très important, et je crois que c'est M. Diallo qui a soulevé le sujet, c'est la relation entre les structures et les transporteurs sanitaires. C'est pour ça que dans mes questions, j'ai la question du modèle économique, savoir combien ça coûte, c'est une offre de service, même si encore une fois, l'idée n'est pas de dévoiler le prix, mais plutôt de dire c'est un modèle économique en termes d'offre de service, donc c'est une prestation, c'est un abonnement, c'est etc. Et puis, est-ce qu'il faut quelque part une organisation, une structuration préalable pour utiliser l'outil? C'est-à-dire que l'outil reste qu'un outil. Je caricature, mais si derrière il y a des problèmes d'organisation, est-ce qu'il faut au préalable les avoir traités, les avoir réglés, etc. Et je comprends, et je crois que M. Diallo l'a soulevé tout à l'heure, la pertinence, en tout cas de ce que j'en comprends, c'est que ça permet d'y voir extrêmement clair et demain, dans le cadre d'un appel d'offres, de mieux structurer, en tout cas, l'appel d'offres. Tout à fait. Bon, il y a pas mal de questions. Ouais. J'ai fini la question, juste la question, notamment la mutualisation entre les structures, c'est la dernière question que je n'ai pas répondu. Et oui, aujourd'hui, on fait pas mal de mutualisation. C'est vrai que c'est une question importante pour les établissements. Là, on est sur 12 établissements lyonnais, 12 IME lyonnais. Et les établissements, ils font les transports séparés, alors qu'ils sont à 50 mètres, un IME de l'autre. Donc, on ne comprend pas pourquoi c'est difficile de faire cette communication. Donc là, oui, en fait, on fonctionne par groupe de demandes. Un groupe de demandes, il appartient à un établissement. Chaque établissement, il a la liste de ses usagers. Si on veut mutualiser, on va juste ajouter 2 groupes de demandes dans la même optimisation. Et là, on peut optimiser pour 12 établissements en même temps. On est arrivé même jusqu'à 5 et 6 établissements en même temps sur un même territoire. Bien évidemment, il est conditionné à la distance qu'il y a entre les 12 établissements et qu'on arrive à avoir le temps de déposer les usagers sans que la fenêtre d'ouverture de l'autre établissement soit fermée. Mais c'est des choses qu'on peut faire. Par rapport à l'offre économie, c'est un service, c'est un SaaS, donc c'est une plateforme SaaS. Et donc, il y a un prix par usager dans le cas d'une utilisation par l'établissement. Si c'est une consultation pour structurer un appel d'offres et pour challenger les transporteurs, bon, là, c'est une offre service et c'est plutôt un consulting. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Oui, Master? absolument, oui, tout à fait. Parfait. Donc, je continue en dessous, donc un peu une question de Madame Perrichon par rapport à mélange public-handicap et notamment implication des collectivités sur le transport, implication des familles.
est-ce que Giovanni, pareil, tu peux peut-être en parler sur le rôle des familles dans l'utilisation de Nomad et un peu ce qui s'est fait récemment. Monsieur Diallo, on a un peu parlé sur essayer d'intégrer un peu plus les familles. Donc, c'était un projet, mais ça n'était pas forcément le cas, malheureusement, durant l'expérimentation. Mais Nomad est en train de développer une nouvelle interface. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Oui, en fait, l'implication des familles, bon, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Et là, on est en pleine réflexion par rapport à ça, parce que dans tous les cas, on essaye de privilégier septembre, la rentrée en septembre et la rentrée en janvier, pour effectuer les optimisations. Et le problème, c'est qu'il y a tellement des entrées et des sorties en septembre que c'est difficile à stabiliser la proposition. Le problème avec Nomad, c'est que Nomad, c'est une solution qui fonctionne un peu comme un puzzle, comme on dit ça. Bon, puzzle, ouais. C'est une espèce de... Il y a une seule solution. Quand on cherche l'optimal, c'est une solution parmi 1 million de solutions ou 2 millions de solutions. Okay. Un seul usager suffit pour affecter complètement le système. Okay. À chaque fois qu'il y a un usager qui rentre ou qui sort, on va affecter le système. Donc, on n'arrive pas à stabiliser la rentrée en septembre ou en janvier. C'est plus facile quand on fait l'optimisation et on connaît déjà la vraie liste des usagers qu'on va utiliser. Là, on peut faire une proposition, on optimise le système et on lance les tournées. Ça ne veut pas dire que si au cours de l'année, il y a une nouvelle personne qui arrive, on est obligé à revoir tous les systèmes. Non, on essaye de l'intégrer dans les circuits qui ont été déjà planifiés. Et donc, c'est pourquoi c'est important les familles, parce qu'il faut les informer. Dans ce processus de révision du système, la famille qu'on va récupérer, qu'on avait l'habitude de récupérer entre 7h40 et 7h50, on va la récupérer éventuellement à 7h10. Donc, il faut avoir l'avis des familles pour savoir, OK, est-ce que dans cette nouvelle organisation, vous acceptez qu'on récupère votre enfant à 7h10, oui ou non? Parce que parfois, les familles, ils ont ses propres contraintes. Et donc, on est en train de faire un changement qui est super important. Ça peut faire changer l'ordre de prise en charge de tout le monde. Donc, il faut bien communiquer avec les familles avant pour savoir si l'ordre qui a été proposé par le système correspond bien à l'organisation de chaque personne. Et plus comme je disais, sur le rôle que peut avoir les familles dans l'organisation du transport, ouais. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Okay. En fait, pour fluidifier cette communication, là, on est tombé rapidement sur une problématique. On a un fichier Excel export avec chaque tournée. C'est difficile de communiquer aux familles avec ces fichiers export. Okay, là, on a créé une application mobile dans laquelle on fait l'optimisation et on renvoie directement les plannings aux familles à travers l'application mobile. Et donc, ça permet de fluidifier mieux la communication. On fait l'optimisation, on lance, on envoie directement aux familles. C'est une application famille qui est en test. Et donc, ça, c'est la première chose. Les familles, ils reçoivent plus rapidement l'information par rapport à l'organisation qui a été effectuée. Deuxième chose, les familles ils ont l'opportunité de voir les rapprochements des véhicules tous les jours. Et donc, ça permet aussi d'améliorer la synchronisation dans la prise en charge. Ça, c'est une problématique qui a été soulevée par les familles. On nous dit qu'on va récupérer mon enfant à 7h43 alors que je suis là depuis 20 minutes et le voiture, il n'est pas là. C'est normal, la programmation des tournées de ramassage pour des personnes en situation de handicap, c'est compliqué et il suffit d'une crise pour créer une espèce de boule de neige et affecter complètement la prise en charge de l'usager. Là, on a proposé un outil qui permet de voir en temps réel la voiture et du coup, la famille, au lieu d'attendre de descendre à 7h43, il voit en temps réel où il est la voiture, quand est-ce que je dois vraiment descendre pour faire la prise en charge. Giovanni, c'était pas aussi prévu qu'il puisse envoyer des SMS, non? C'était pas ça, envoyer des SMS aux familles. C'est ça. Il y a certaines familles qui ne possèdent pas de smartphone. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas de smartphone pour voir l'application, on envoie directement un SMS. C'est pour dire, dans 10 minutes, par exemple, la voiture il va passer en face de votre maison. Alors, je continue sur les questions. Alors, il y avait une question technique par rapport au tableau de bord. Je ne sais pas si tu la vois, Giovanni. Les tableaux de bord de l'outil sont-ils natifs et où doit-on exploiter la puissance des données en utilisant un outil de requêtage? C'est en construction. On doit proposer rapidement des indicateurs natifs directement dans l'application.
C'est en construction, on travaille ça avec certains établissements qui sont en train de nous créer une liste des indicateurs essentiels qu'on doit mettre rapidement de manière native. Alors, on va continuer sur les questions qui restent et après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais sinon, on mettra fin à ce webinaire. Sur la question d'après, par rapport à la relation avec les transporteurs et à quel point Nomad a permis de dégrader ou pas la relation. Dans le cadre de l'expérimentation, qu'est-ce que tu dirais, Giovanni, sachant qu'il y a aussi d'autres cas en dehors de l'expérimentation avec d'autres établissements et d'autres transporteurs, pardon. Bon, franchement, ça dépend du transporteur. Je dirais que la plupart du temps, ils ne sont pas contents de se voir réduire les chiffres d'affaires. C'est normal. Donc, ça, c'est la première chose. Mais je suis surpris de voir qu'il y a certains transporteurs qui connaissent les problématiques économiques des établissements et qui voient un peu plus large et qui se dit, en fait, pour fidéliser la relation client que moi, j'en ai avec l'établissement médico-social, je suis dans l'obligation de voir dans quelle mesure je peux aider l'établissement à réduire les coûts de transport. Et qui, pour rentrer vraiment dans cette dynamique de réduction des coûts, même quitte à réduire les chiffres d'affaires, mais eux, ils sont conscients que ça permet de fidéliser la relation avec l'établissement. Il y a pas mal de personnes qui fonctionnent comme ça. Nous, de notre côté, on a mis dans on est plus dans la recherche de partenariat en disant, voilà, c'est un partenariat, on n'est pas là pour réduire, parce qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant. Et donc, nous, c'est ce qu'on a dit aux transporteurs, hein, parce qu'on en a un, on est le seul client, donc 34 véhicules, 34 chauffeurs, donc voilà, c'est avec eux aussi on a mis des smartphones à disposition, ça a été compliqué. Ils n'ont pas joué le jeu tout le temps, mais bon, globalement, on peut dire que... Mais l'idée, c'est ça. On leur a dit, OK, on va faire un partenariat. Il faut que tout le monde s'y retrouve parce qu'on ne peut pas continuer à être toujours dans cette vision inflationniste de la dépense et puis de ne pas avoir de lisibilité. Je crois que... Mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Hein. Monsieur Vasseur, vous voulez rajouter un dernier élément? Oui, je voulais juste confirmer, c'est-à-dire que l'intérêt, la puissance de ce type d'outil, c'est de rééquilibrer la relation. Je crois que vous venez de le dire, Monsieur Diallo, c'est qu'à un moment donné, on est effectivement pas d'une relation client-fournisseur à une relation partenariale et on est sur du long terme, pas sur du court terme. C'est ça. Écoutez, je crois avoir traité toutes les questions, si je ne me trompe pas. Il y en a encore, mais je pense qu'on arrive dans 2 minutes, on arrive à la fin, mais j'essaie de répondre rapidement. Et grâce à l'outil, vous avez identifié les critères de rentabilité d'internaliser la fonction de transport. Bon, ça, c'est vraiment la question. Et je pense qu'avec l'API de l'OB, on essaye de faire une espèce d'hybride. Et qu'est-ce qui c'est? En fait, on va essayer de donner plus de l'importance à un transporteur en interne qui est en train de se créer avec l'API de l'OB, qui commence à gagner en nombre de tournées. On a commencé avec une tournée. Je pense qu'on va essayer de passer à 3 tournées. Et du coup, c'est sûr que l'internalisation, de manière intuitive, il permet de gagner parce qu'on va réduire les 19% de rentabilité des transporteurs. Mais ça dépend de certaines conditions. Oui, intuitivement, on dit qu'il y a une réduction des coûts à l'internalisation de transport, mais la plupart du temps, ça marche quand c'est une espèce d'ouvrier d'entretien ou c'est un éducateur qui va faire les circuits de ramassage qui va rester à l'établissement, qui est salarié, pas forcément qui pour les transports. Et si c'est seulement pour les transports et embaucher une personne seulement pour les transports, là, il y a la question à se poser. Ouais. De toute façon, à mon avis, moi, je crois beaucoup plus en un système hybride voilà, en fonction, parce que des fois, c'est compliqué d'assurer le transport en interne en fonction des distances, de l'équipement. Voilà, je crois beaucoup plus en un système. En tout cas, nous, on va partir vers ça, vers un système hybride, donc interne, externe. Et puis, le partenariat aussi, du coup, nous, l'appel d'offres, on l'a mis sur 20 mois en disant, pour rassurer aussi les transporteurs en disant, voilà, ce n'est pas tous les ans, on le fait sur 20 mois jusqu'au 31 août 2024. Ça vous assure aussi un certain volume et que, voilà, et que le renouvellement, si ça se passe bien, c'est ce qu'on a mis aussi dans notre dossier d'appel d'offres. Voilà.
Parfait. Bah, écoutez, merci à tous, merci à tous les trois, merci à Monsieur Passy, Monsieur Diallo et Monsieur Osorio pour la présentation. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints et pour les questions.